Je m'appelle Ruth. Je suis née à Vienne, en Autriche, en 1921. J'ai grandi entourée de livres, de l'odeur du pain frais et des rires de mes frères le dimanche matin. Mon père était tailleur, un homme aux mains épaisses et au regard serein. Ma mère était aussi douce que les histoires qu'elle nous racontait le soir. Nous étions juifs et jusque-là ce n'était pas un problème. Mais petit à petit, la ville a changé. D'abord il y a eu les regards, puis il y a eu les murmures. J'avais 19 ans lorsque la guerre nous a privés de la paix. Les nazis avaient surpris le contrôle de notre ville. L'étoile jaune cousue sur mon manteau en est venue à me définir davantage que mon nom. Du jour au lendemain, j'ai cessé d'être simplement Ruth. Je suis devenue la Juive. Plus personne ne m'accueillait au marché. La boulangerie où nous allions depuis toujours refusait de nous vendre du pain. Les bancs de la place où j'aimais lire commençaient à me sembler trop froids, comme s'ils ne m'appartenaient plus. Et c'est dans ce scénario que j'ai rencontré Karl. C'était l'hiver. Je m'en souviens car le froid me glaçait le visage comme un rasoir. J'étais sortie chercher du bois quand j'ai aperçu un groupe de soldats qui descendaient la rue étroite. Mon cœur s'est emballé. Je savais que je devais les éviter, faire profil bas. Mais l'un d'eux m'a regardé. Karl. Il ne ressemblait pas aux autres. Ses yeux, d'un bleu presque gris, ont fixé les miens trop longtemps. C'était comme s'il voyait quelque chose au-delà de l'étoile jaune. Et, bêtement, je me suis laissée bouleverser. Pas par passion, pas encore, mais parce que j'avais l'impression que quelqu'un me voyait. Cette même nuit, papa a brûlé les lettres que nous avions gardées de nos proches en Pologne. Il disait qu'il était dangereux de garder quoi que ce soit qui nous liait à la résistance. Maman pleurait en silence. Mon petit frère, Elias, me serrait la main sous la table. Petit à petit, nous avons tout perdu. Nos meubles, nos amis, notre droit d'exister. Et pourtant, chaque fois que je sortais pour aller chercher quelque chose, du pain, de l'eau, n'importe quoi, je le voyais, Karl, parfois de loin, juste pour surveiller. D'autres fois, il marchait seul, les mains dans les poches, et le menton baissé. Il y avait quelque chose en lui qui ne collait pas avec son uniforme. Jusqu'au jour où il m'a parlé. « Tu ne devrais pas te promener seul ici. » Ses paroles étaient dures, mais son ton était presque un murmure d'attention. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ni avec un baiser, ni avec des promesses, mais avec peur, et un regard qui semblait vouloir me protéger du monde entier. À partir de ce jour, Karl a commencé à croiser mon chemin avec une fréquence qui ne semblait plus être une coïncidence. Il ne souriait pas, ne posait pas de questions. Il me regardait simplement comme quelqu'un guettant les signes avant-coureurs d'une tempête. Et la tempête ne tarderait pas à arriver. Un après-midi gris, alors que je rentrais de chez un voisin qui essayait encore de nous vendre du lait, j'ai vu 2 soldats traîner un vieil homme hors de chez lui. Un rabbin. Il criait le nom de sa femme. Et personne ne faisait rien. Les fenêtres étaient boîte close, les yeux cachés. La peur était devenue la nouvelle religion de la ville. Je me suis figée. Je ne pouvais plus bouger. C'est alors que j'ai senti une main me tirer par le bras et m'entraîner dans une ruelle. C'était Karl. Les yeux écarquillés, il m'a plaqué contre le mur et a murmuré « Tu veux mourir, c'est ça ?» J'ai essayé de protester, mais je ne pouvais pas parler. Il me fusillait du regard, mais il y avait autre chose. Une angoisse silencieuse. « Arrête de te montrer. Ces hommes, ils n'ont plus de règles. » Je ne comprenais pas pourquoi ils s'en souciaient. Un soldat allemand n'était pas censé regarder à 2 fois une jeune fille juive. Et pourtant, nous étions là, partageant le même regard, la même angoisse. Il me lâcha, se retourna et disparut dans la rue déserte, comme si de rien n'était. Ce soir-là, Elijah m'a apporté une nouvelle qui m'a glacé le sang. Le nom de papa est sur la liste. Ils viennent le chercher demain. Maman s'effondra par terre, serrant les draps comme si elle pouvait arrêter le temps. Papa baissa la tête. Il n'y avait rien à faire. La liste était une phrase. Et c'est là que j'ai fait quelque chose de fou. J'ai quitté la maison alors que le ciel était encore sombre. J'ai marché dans les rues, en silence, priant pour qu'aucun garde ne me voie. Je suis allée à la caserne. Absurde, je sais. Mais quelque chose en moi me disait que Karl pouvait nous aider. J'ai attendu de le voir sortir pour la relève. Quand il m'a vue, ses yeux se sont écarquillés, comme s'il avait vu un fantôme. « Tu es fou? Que fais-tu ici ?»
Je lui ai parlé de la liste, de mon père, du désespoir de toute une famille. Il resta silencieux un long moment. Puis il regarda autour de lui et m'entraîna dans un coin, entre les bâtiments. « Ils savent déjà où tu habites. » Inutile de le cacher. Mes yeux se remplirent de larmes. Puis il dit, presque à voix basse, « Je peux te cacher, mais seulement toi. » Mon souffle s'est arrêté. « Et mes parents ? Je ne peux pas. Je prends déjà trop de risques. » Je suis rentrée à la maison le cœur brisé. Comment les abandonner ? Comment regarder ma mère dans les yeux, sachant que je les quitterais tous les deux ? Mais ce matin-là, lorsque les pas lourds résonnèrent dans la rue, je sus que je n'avais pas le choix. Papa m'a serré fort dans ses bras. Il m'a dit que c'était le seul moyen de garder espoir, que je survivrais, que quelqu'un devait se souvenir de ces histoires. Et puis, les mains tremblantes, il m'a tendu un petit carnet. « Écrivez, tout, pour qu'un jour, le monde sache. » Je me suis enfuie par l'arrière alors qu'il frappait à la porte d'entrée. Je courus sans me retourner. Les larmes se figèrent sur mon visage. Les cris de ma mère résonnèrent dans la rue comme un coup de poignard. Au coin, il m'attendait. Karl. Et ainsi j'ai commencé à vivre parmi les ombres. Karl m'a conduit à travers des ruelles étroites, des arrière-cours abandonnées et des ruines réduites au silence par la guerre. J'ai suivi ses pas comme si ma vie en dépendait. Et c'était le cas. Nous n'avons pas échangé un mot. La peur nous a réduits au silence. À notre arrivée, il a ouvert une petite porte latérale, presque cachée entre les planches d'une vieille boulangerie désaffectée. Apparemment, personne n'y vivait. Mais lui, oui, nous avons gravi un escalier raide et grinçant jusqu'au grenier. Il faisait sombre, le plafond était bas et la poussière était omniprésente. Il n'y avait qu'un matelas peu profond par terre, quelques boîtes de conserve empilées dans un coin et une petite fenêtre ronde, recouverte d'un tissu sombre. « Reste ici, et ne pars que lorsque je te dirai que c'est sûr. » J'ai regardé autour de moi, ne sachant pas si je devais le remercier ou pleurer. Je n'avais plus de maison, je n'avais plus de parents. Et maintenant, je dépendais d'un soldat allemand. « Pourquoi fais-tu ça ?» demandai-je faiblement. Il hésita, puis il s'assit par terre, le dos appuyé contre le mur. « Parce que tu n'es pas l'ennemi, et parce que je ne supporte plus de faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. » C'était la première nuit où je dormais sous le même toit que lui. Bien que séparés par le parquet et le silence, il existait un lien que même la peur ne pouvait briser. Ce n'était pas encore de l'amour. C'était quelque chose de plus brut. La survie, la compassion. Les jours suivants, Karl glissait de la nourriture en cachette, du pain dur, une pomme quand il en avait, et de l'eau dans une bouteille en verre. Il me tendait tout cela en silence, parfois en hochant simplement la tête avant de disparaître. Et je passais mes journées à écrire dans le carnet de papa. Chaque souvenir, chaque odeur, chaque fragment de notre ancienne vie, c'était ma façon de les garder en vie. Le temps s'écoulait lentement dans le grenier, mesuré en pas en bas, en voix étouffée, en longues heures d'attente. Et peu à peu, Karl se mit à parler davantage. Il nous a raconté son enfance en Bavière, comment il avait été contraint de s'engager, comment son frère avait disparu parce qu'il refusait de porter l'uniforme, et comment, depuis, il portait en lui le sentiment de culpabilité d'avoir cédé. « Je suis un lâche », a-t-il dit un jour. « Mais si je peux sauver ne serait-ce qu'une seule personne, peut-être qu'une part de moi peut encore être bonne. » Je ne savais pas quoi dire. Il n'y avait pas de mots pour réconforter un homme qui luttait contre son propre reflet. Un matin, il parut plus pâle que jamais. Il y a eu une descente à côté. Il fouilla poche tout. Tu dois rester absolument silencieux. Il souleva les planches du grenier et se créa une petite cachette parmi les chevrons. Je m'y blottis, le cœur battant. De là, j'entendis des pas, des voix rauques, un cri lointain. Mais personne ne monta, personne ne me vit. Quand tout fut terminé, Karl revint. Ses yeux étaient rouges. Ils ont pris une fille. Elle avait environ 7 ans, juste pour exister. J'ai touché sa main pour la première fois. Non pas en tant qu'amant, mais en tant que personne qui comprenait le poids de tant de douleurs. Cette nuit-là, il dormit par terre dans le grenier, à l'extérieur de sa cachette. Un pistolet était pressé contre sa poitrine, et il tenait un livre. Le pistolet était son devoir. Le livre était son échappatoire. C'était un recueil de poésie de Rilke, marqué de toutes parts,
Il le lut à voix basse, comme s'il se le récitait à lui-même. Mais j'en entendis chaque mot. Et c'est là, entre des poèmes murmurés et un silence rempli de tout ce que nous ne pouvions pas dire, que j'ai commencé à ressentir quelque chose de plus, quelque chose que même la guerre ne pourrait pas tuer. Les semaines s'écoulaient comme des fantômes. Le grenier était devenu mon monde, un petit monde sans air, mais où j'étais encore en vie. Le monde extérieur me semblait de plus en plus lointain. Parfois, je me demandais si tout cela était réel, si mes parents avaient vraiment été enlevés, si je n'étais pas simplement prisonnière d'un mauvais rêve dont je pourrais me réveiller à tout moment. Mais il suffisait du bruit des sirènes au loin ou de l'odeur aigre d'une nourriture cachée pour s'en rendre compte. Tout cela était réel. Et la situation empirait. Karl a fait de son mieux pour garder ma présence secrète. Il a dit que si quelqu'un avait des soupçons, nous serions tous les deux tués. Mais malgré cela, il prenait parfois trop de risques. Il avait emporté des morceaux de papier journal, une radio à pile qu'il avait réussi à cacher sous son uniforme. C'est un de ces jours-là que j'ai entendu le mot Auschwitz pour la première fois. Une usine à mort. Mes os se sont glacés. « Tu crois que mes parents ont été emmenés là-bas » demandai-je dans un murmure. Il ne répondit pas, mais son silence était la pire réponse possible. Pour ne pas devenir folle, j'ai commencé à écrire des lettres à mes parents. Elles ne me parviendraient jamais, je le savais, mais c'était ma façon de ne pas les laisser mourir en moi. « Chère maman, aujourd'hui le soleil est entré par la fente du grenier, et, pendant un instant, j'ai cru que c'était toi qui ouvrais la fenêtre de la chambre. L'odeur de la pomme m'a rappelé ton strudel. Et j'ai pleuré, maman. J'ai pleuré parce que je ne sais pas si je goûterai à nouveau un jour à ta gourmandise. J'écrivais tous les jours, comme si ainsi je pouvais continuer à être une fille, comme si mes mots pouvaient transcender le temps, la peur, la guerre. Karl en a lu un par hasard. J'avais laissé le carnet ouvert quand il a trouvé une soupe. Il n'a rien dit tout de suite. Il m'a juste regardé avec ce regard qu'il avait toujours eu, entre regret et compassion. « Tu écris magnifiquement », murmura-t-il, en s'asseyant à côté de moi. « C'est comme si tes mots portaient ce que le monde a perdu. » C'était la première fois qu'il me touchait différemment. Il prit ma main doucement, comme s'il craignait de la casser. Ses doigts étaient nats et rugueux, mais son geste était doux. Et là, dans le silence du grenier, je sentis le monde s'arrêter quelques secondes. C'était mal. Je le savais. Un soldat allemand et une jeune fille juive. Deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser. Mais là, sans surveillance, sans les lois cruelles de la guerre, nous existions. C'était tout. Cette nuit-là, il m'a révélé un secret. Des rumeurs circulent selon lesquelles le front de l'Est s'effondre. Les Russes avancent. S'ils arrivent jusque-là, vous aurez une chance de vous échapper. Mon cœur s'emballa. C'était l'espoir, celui que j'avais presque enterré. « Et toi ?» demandai-je. « Cela n'a pas d'importance. » « Cela compte. » Il détourna le regard. Et puis, pour la première fois, il parla ouvertement de ce qu'il ressentait. « J'ai du sang sur les mains, Ruth. Même si je n'ai jamais tiré sur un civil, j'ai porté cet uniforme. J'étais du côté qui a détruit ta vie. Je ne mérite pas le salut. J'aurais voulu lui dire qu'il était différent, qu'il m'avait sauvé. Mais je n'y arrivais pas. Au lieu de cela, j'ai posé ma tête sur son épaule. Ce fut notre premier instant de véritable paix, et c'était peut-être aussi le plus dangereux. Parce que c'est cette même semaine qu'on a frappé fort à la porte. 3 coups secs. Karl se figea. Et moi, du haut du grenier, je retins mon souffle. Le passé est venu recouvrer sa dette. Les coups se répétèrent, encore plus fort. Une voix rauque cria de l'extérieur. « Soldat Karl Adler, ouvrez immédiatement !» De là-haut, je ne voyais rien, mais j'entendais tout. Le craquement du bois sous les pas de Karl, le bruit du cadenas qu'on déverrouillait, mon propre cœur qui martelait ma poitrine comme s'il voulait s'échapper. Obersturmführer Müller. J'ai reconnu le nom à la voix. Une plainte est arrivée. Ils ont dit que vous cachez quelqu'un ici. La dénonciation. Mon sang se glaça. Quelqu'un savait ou soupçonnait. Karl, d'une voix trop ferme pour être autre chose que fausse, répondit. « Il y a une erreur, monsieur. Je vis seul depuis que ma sœur est morte, lors du bombardement de Brême. Il n'y a personne ici. On peut vérifier ?» Silence.
pendant de longues secondes. Bien sûr, j'entendis des pas envahir le rez-de-chaussée. Plusieurs. Ils fouillèrent les pièces. Ils renversèrent des chaises, ouvrirent des tiroirs, frappèrent au mur. La peur me coupa le souffle. Je sentis tout mon corps trembler, caché entre les lattes du plancher, comme il me l'avait appris. Nous monterons au grenier. Mon cœur s'est presque arrêté. Karl a essayé d'intervenir. Ce n'est qu'un entrepôt, plein de rats et de bric-à-brac. Mais si tu veux, le grincement des escaliers, en montant, résonna comme un enterrement. Je fermai les yeux, implorant Dieu, mes parents, toute force qui pouvait encore m'entendre. Ils atteignirent le sommet. Le silence qui suivit fut insupportable. L'un des soldats donna un coup de pied dans une caisse. Un autre toussa. Rien. Juste de la poussière et de la moisissure, monsieur. Très bien. Mais garde l'œil ouvert, Adler. Il y a des traîtres partout, même dans les rangs. En descendant, j'entendis le bruit de la porte qui se fermait. Mais je restais immobile. Je restais sans respirer pendant quelques minutes. Ce n'est que plus tard, en entendant le bruit familier de Karl remontant l'escalier, que je me suis autorisée à expirer. Il était pâle et en sueur. Il était assis par terre sans dire un mot. Il laissait simplement sa tête tomber dans ses mains. Je l'observais de là, toujours entre les planches, ressentant un mélange de culpabilité et de gratitude, plus douloureux que n'importe quelle punition. « Ils reviendront, » dit-il enfin. « La prochaine fois, peut-être qu'ils amèneront des chiens. Je ne peux plus te retenir ici. » Je suis restée silencieuse. Des larmes brûlantes ont coulé sur mon visage. Il y a un couvent à 2 jours d'ici. Les religieuses accueillent tous ceux qui sont dans le besoin, tant que personne ne le découvre. J'en connais une. Elle me doit une faveur. Il parlait vite, comme si chaque mot était une course contre la montre. Et c'était peut-être le cas. La guerre nous poussait au bord du gouffre. « Je t'y emmène, mais tu devras changer de nom. Oublie que tu es Ruth. »« Je n'oublierai jamais qui je suis, » répondis-je avec plus de fermeté que je ne m'attendais à trouver en moi-même. Il sourit. Un sourire bref et triste. « Alors promets-moi que quand tout sera terminé, tu me raconteras ce que tu as vu, ce que tu as vécu. » J'ai hoché la tête, et à cet instant, nous avons su que quelque chose allait changer entre nous, que nous nous disions au revoir, même si ce n'était pas un mot. Ce soir-là, il m'a donné un mouchoir blanc. Il appartenait à sa sœur. Il m'a dit que cela m'aiderait à paraître moins marqué. Puis il m'a donné un petit médaillon avec une image de Marie dessus, pour que je ressemble à une jeune fille catholique. C'était dangereux. Mais c'était tout ce que nous avions. Nous avons peu dormi. Il était allongé sur le sol du grenier, le fusil sous l'oreiller. Je serrais le carnet de mon père dans mes bras. La peur du voyage était immense, mais la plus grande était de laisser Karl derrière. Le lendemain matin, avec le ciel encore teinté de gris, nous nous préparons pour la traversée. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le chemin vers le couvent nous réserverait la nuit la plus longue de notre vie. Nous sommes partis avant les premiers rayons de soleil. Karl m'a habillée de vêtements simples, un manteau trop grand et un foulard qui couvrait mes cheveux noirs. J'avais l'air d'une paysanne, de celles qui passent inaperçues parmi les files de réfugiés. Je n'avais que le carnet de mon père et le médaillon de Maria autour du cou. Karl m'a guidée. Ne parle à personne. Et s'il nous arrête, tu es mon cousin, muet de naissance. Tu es sous ma garde jusqu'à ce que tu trouves un abri. J'ai hoché la tête en silence. Je n'avais plus de larmes, juste le froid qui me transperçait la peau et la peur, cette compagne constante. Nous avons marché sur des sentiers cachés, évitant les routes principales. Le vent hurlait à travers les arbres. Les bottes de Karl pressaient fermement, comme s'il voulait protéger chacun de mes pas. Et même sans un mot, je le sentais. Il avait peur aussi. Pas pour lui, pour moi. En chemin, nous avons croisé des maisons incendiées, des champs déserts et des vêtements abandonnés. La guerre avait laissé derrière elle un sillage de silence et de douleur. Le soir, nous nous sommes arrêtés devant une vieille grange abandonnée. Karl a allumé un petit feu caché sous le foin. La flamme vacillait, comme nous deux. « Je suis désolée, » dit-il soudain. « Pour tout, pour ce que j'ai fait, pour ce que je n'ai pas pu arrêter. » Je m'approchai et m'agenouillai à côté de lui. Son regard, si dur dans son uniforme, était désormais empli de culpabilité. « Tu m'as sauvé, Karl. C'est ce qui compte. » Il prit doucement ma main, et pour la première fois, il m'embrassa.
Ce n'était pas un baiser précipité, ni désespéré. C'était un baiser triste, de quelqu'un qui sait qu'il n'a pas d'avenir, de quelqu'un qui aime au mauvais moment, mais qui aime quand même. Cette nuit-là, nous avons dormi côte à côte, comme deux naufragés au milieu du naufrage du monde. La guerre ne s'était pas arrêtée dehors, mais entre nous, une trêve régnait, un moment de paix. Le lendemain matin, nous avons continué notre route. Il ne restait que quelques heures avant le couvent. Notre cœur battait de plus en plus fort à chaque pas. Mais soudain, au détour d'un virage sous les pins, nous l'avons entendu. « Arrêtez! Qui va là ?» 2 soldats, armés, avec des expressions sévères. Karl s'arrêta aussitôt et leva une main. L'autre serrait fermement la mienne. « Je suis le soldat Adler. J'accompagne ma cousine à l'abbaye Sainte-Verena, conformément aux ordres reçus d'en haut. La jeune fille est muette. Elle a fui un bombardement. Ses parents sont morts. Un des soldats s'est approché. Il m'a regardé. Son regard s'est arrêté sur le médaillon autour de mon cou. « Catholique ?» J'ai secoué la tête. J'ai essayé d'avoir l'air effrayé, ce qui n'était pas difficile. J'étais terrifiée. « Où sont les documents ?» Karl sortit une enveloppe de la poche de son uniforme et me la tendit. Le soldat examina les papiers, puis se tourna vers moi. Pendant un moment, j'ai pensé que tout était perdu. Mais ensuite il grommela. « Dépêchez-vous. Les Russes avancent. Cette zone sera en ruine d'ici quelques jours. » Ils ont continué leur chemin. Lorsque le bruit des pas s'est dissipé, je suis tombée à genoux. Mes jambes ne pouvaient plus me soutenir. Karl m'a aidée à me relever. Ses yeux étaient rouges, mais il souriait. Un bref sourire, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que nous avions réussi. Et puis, comme par miracle, au milieu de la boue, la silhouette du couvent apparut au loin. De hautes tours, des murs de pierre, et la cloche qui sonnait comme pour appeler notre espoir. Nous arrivâmes à l'entrée. Karl frappa. Une religieuse ouvrit, son voile flottant au vent. Il dit simplement « Elle a besoin d'un abri. Elle est tout ce qui me fait du bien. » La religieuse m'a regardée avec douceur, puis elle a hoché la tête. Elle m'a fait signe d'entrer. Karl ne m'a pas accompagnée. Il m'a juste tenu la main une dernière fois, et il a murmuré « Attends-moi, si je survis, je reviendrai. » Puis il se retourna et disparut dans la brume. Je me tenais là, devant le couvent. Mon cœur était partagé entre le soulagement du salut et la douleur de l'adieu. La vie au couvent était calme, presque monastique, et c'était peut-être là le but. Oublier le monde extérieur, ses horreurs et ses éclats d'obus. Les religieuses parlaient peu, mais elles étaient bienveillantes. Elles ne me demandaient jamais mon vrai nom. Pour elles, j'étais Anna, la nièce muette d'un soldat déserteur. Un fantôme qui arpentait les couloirs de pierre, sans passé ni avenir. La première semaine, je ne quittais presque pas ma chambre. La fenêtre donnait sur le jardin intérieur, où les roses sauvages fleurissaient, même dans le froid. Je m'y installais et j'écrivais, page après page, sur mes parents, sur Vienne, sur le grenier, sur Karl. Les religieuses m'ont appris à prier en silence. La routine était rythmée par les cloches. Prière, travail, repas simple. D'autres filles étaient cachées là. Certaines très jeunes, le regard vide. D'autres enceintes, survivantes de choses qu'elles ne pouvaient nommer. Toutes fuyaient ce quelque chose. Quelqu'un. Et pourtant, entre ces murs de glace, régnait un étrange sentiment de sécurité. Une sorte de refuge qui ne venait pas du monde, mais de la foi. Je me demandais chaque jour si Karl était vivant. La guerre continuait dehors. Parfois, le bruit lointain des explosions faisait trembler les vitraux. D'autres fois, le ciel s'obscurcissait de fumée, et les cloches sonnaient main plus fort, comme pour appeler à la protection. Personne ne savait vraiment ce qui se passait, mais les religieuses disaient que les Russes étaient proches, que les nazis battaient en retraite. « Quand tout sera fini, » murmura sœur Helena un soir, « le monde ne sera plus jamais le même. Nous non plus. » J'ai pensé à lui, sur le visage de Karl alors qu'il dit au revoir, dans le baiser que j'ai gardé avec moi comme un secret sacré. Durant les longues nuits, je rêvais de lui. Parfois, je le voyais en uniforme, blessé. D'autres fois, comme avant, assis à côté de moi dans le grenier, lisant de la poésie, toujours silencieux, toujours distant, jusqu'à ce qu'un matin, une des religieuses apporte une nouvelle inattendue.
Une lettre est arrivée. Pas d'expéditeur. Elle vous est adressée. Anna. Mon cœur s'emballa. C'était impossible. Personne ne savait où j'étais. Personne, sauf lui. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Ruth, si cette lettre vous est parvenue, c'est que mon chemin n'est pas encore terminé. Je suis vivant, blessé, mais vivant. J'ai été capturé par les Russes quelques jours après t'avoir laissé au couvent. Je me suis fait passer pour un simple soldat parmi tant d'autres. Je ne leur ai rien dit de toi. J'ai protégé ton nom comme on protège une flamme au milieu d'une tempête. Je suis maintenant dans un camp de prisonniers, au fin fond de l'Ukraine. Je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, mais je jure que si je sors d'ici, je reviendrai. Attends-moi, même si ça prend des années, avec tout ce que je suis. Karl. J'ai lu la lettre 3 fois, puis une fois de plus, et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis longtemps. Il était vivant, piégé, loin, mais vivant. La lettre est devenue un reliquaire. Je l'ai cachée entre les pages du carnet de mon père, comme pour la protéger du monde. Chaque jour, je la relisais. Chaque mot était un fil d'espoir cousu dans mon cœur. L'hiver passa. La guerre semblait enfin toucher à sa fin. Et avec elle, la promesse de retrouvailles, ou d'adieu définitif. Les religieuses commencèrent à préparer certaines jeunes filles à partir. Celles qui avaient un endroit où retourner. Celles qui avaient encore quelqu'un qui les attendait. Et moi, j'attendais un homme qui ne reviendrait peut-être jamais. Mais l'espoir, quand il est véritable amour, ne meurt pas facilement. Et puis, un après-midi où le ciel semblait suspendu dans le silence, une autre lettre est arrivée. Mais cette fois, elle allait tout changer. La deuxième lettre arriva silencieusement, comme un fantôme, que personne ne s'attendait à revoir. Sœur Helena la lui apporta, avec l'expression la plus sérieuse que j'ai jamais vue. Elle ne dit pas un mot. Elle me tendit simplement l'enveloppe et partit. J'ai senti le monde ralentir. Il y avait quelque chose de différent dans cette lettre. Le papier était taché, le sceau était fissuré, et l'écriture n'était pas celle de Karl. Je l'ouvris avec précaution, le cœur déjà tendu vers la douleur. Le texte commençait ainsi. « Mademoiselle Ruth, je m'excuse de m'adresser à vous dans ces circonstances. Je m'appelle Pavel, et je suis infirmier bénévole au camp de prisonniers de Vinnytsia, en Ukraine. Karl Adler était mon ami, un homme juste, malgré l'uniforme qu'il portait. Ces derniers mois, nous avons partagé du pain, des histoires et des silences. Il m'a parlé de toi. Mes mains se mirent à trembler. Je continuais ma lecture, les yeux déjà embués de larmes. Il a dit qu'elle s'appelait Ruth, qu'elle était juive, qu'il l'aimait plus que tout au monde. Il a dit que s'il sortait vivant de là, sa seule mission serait de la retrouver. Mais Karl n'a pas pu résister. Il fut blessé lors d'une émeute dans le camp. Il mourut 3 jours plus tard, atteint d'une forte fièvre et de délire. Mais malgré son délire, il criait son nom. Avant de partir, il m'a demandé de vous écrire. Il m'a demandé de vous dire qu'il n'avait aucun regret, qu'il mourait le cœur en paix, pour avoir sauvé quelqu'un qui méritait de vivre. Le reste de la lettre tremblait entre mes mains. Les mots oscillaient entre douleur et incrédulité. Karl était mort. Mon monde entier est devenu silencieux. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai juste regardé dans le vide, comme si mon âme avait quitté mon corps. Les religieuses ont essayé de me réconforter. Sœur Helena m'a serré dans ses bras, mais je n'entendais rien d'autre. Ce soir-là, je suis restée assise devant l'autel du couvent pendant des heures. Le médaillon de Marie pendait toujours à mon cou, mais maintenant, il me semblait un fardeau, la foi mêlée de révolte. « Pourquoi ?» murmurai-je au vide. « Pourquoi les bons partent-ils toujours ?» J'ai pris le carnet de mon père et j'ai écrit. « Aujourd'hui, papa, l'homme qui m'a sauvée est mort. Il m'a donné la vie, et maintenant, il est parti avec la sienne. Mais je jure que je l'honorerai. Je vivrai pour lui. Je raconterai notre histoire, cette histoire. Parce qu'aimer ainsi, même pour un court instant, c'est plus que ce que beaucoup ont vécu dans une vie. Les jours suivants, je déambulais dans le couvent comme un corps sans vie. Les autres filles chuchotaient, mais personne ne s'approchait de moi. Chacune sentait que quelque chose en moi s'était brisé pour de bon. J'ai pensé à m'enfuir, à tout laisser derrière moi, mais je n'avais nulle part où aller. Et plus que ça, il y avait une promesse.
Il m'avait demandé de survivre, vivre pour lui. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai commencé à aider les religieuses. Je m'occupais du jardin, je lavais le linge, et je lisais des passages des Écritures aux filles qui ne savaient pas lire. Petit à petit, j'ai commencé à sortir de mon deuil. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que j'ai appris à la porter en moi. Certaines nuits, je rêvais encore de lui. Je voyais son visage dans les nuages. J'entendais sa voix lire de la poésie. Et je me réveillais avec des larmes sur mon oreiller, mais aussi la poitrine pleine de quelque chose que je ne peux décrire que comme de la gratitude. Parce qu'il m'a vue, m'a protégée. Tu m'as aimée quand le monde entier voulait que je disparaisse. Et cela, je le savais, était un miracle. Mais le destin, ce vieil homme capricieux, n'en avait pas encore fini avec nous, parce que quelque chose était sur le point de se produire. Quelque chose qui allait tout changer à nouveau. Le temps s'écoulait lentement. Avant même que je m'en aperçoive, c'était le printemps. Le jardin du couvent s'épanouissait avec une force presque irrespectueuse, comme s'il osait vivre malgré la douleur qui planait encore. Les roses rouges, en particulier, semblaient à vouloir me rappeler qu'il y avait de la beauté, même après une perte. J'étais toujours là, un juif se cachant sous le nom d'un saint, mais désormais plus fort, plus serein. Il y avait en moi une sorte de foi qui ne venait pas de la religion, mais de promesses tenues et de la douleur transformée en résistance. Un après-midi, alors que je lavais des draps dans le ruisseau derrière le couvent, sœur Hélène s'approcha de moi, avec une expression étrange, mêlant surprise et émotion contenue. « Ruth, il y a quelqu'un qui veut te voir. » Ce nom m'a frappé comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas Anna, c'était Ruth, mon vrai nom, presque oublié. Je me suis levée lentement. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient. « Qui ?» demandai-je, sans voix. « Un homme. Il dit qu'il vient d'Ukraine. Il a quelque chose d'important à vous dire. » Je suivis Elena dans les couloirs du couvent comme si elle remontait le temps. Le soleil filtrait par les fenêtres, en zébrure dorée. Mes jambes étaient faibles. Mon cœur battait si fort que j'en avais presque mal. Dans le hall d'entrée, un homme était assis, grand, mince, avec une barbe clairsemée et un visage marqué par le temps et la perte. En me voyant, il se leva péniblement. Ses yeux étaient cernés, mais vifs. « Ruth ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Je suis Pavel. J'étais l'ami de Karl. » J'ai senti l'air quitter mes poumons. « Tu as écrit la lettre ?» Il hocha la tête. Puis il sortit de la poche intérieure de son manteau un petit paquet enveloppé dans un vieux tissu. « Karl m'a laissé ceci. Il a demandé qu'on me le remette en main propre, si possible. Je l'ai gardé avec moi jusqu'à ce que je trouve un moyen de venir. » Les mains tremblantes, j'ai ouvert le paquet. À l'intérieur se trouvait le médaillon de Maria, que je pensais avoir perdu, et le carnet de mon père. Mais ce n'était pas la même chose. En le feuilletant, j'ai remarqué que parmi les pages écrites par moi, il y en avait d'autres écrites par lui. Karl. Des messages cachés, de petits fragments parmi mes notes. Des mots qu'il écrivait quand je dormais, quand je pleurais, quand il craignait de ne plus jamais pouvoir parler. « Ruth, si jamais tu trouves ça, sache que chaque battement de mon cœur était pour toi. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur de ne plus pouvoir la revoir sourire. Tu es mon salut, même si je me perds. » J'ai lu en silence, et quand j'ai eu fini, j'ai serré le carnet dans mes bras comme si c'était lui, comme s'il était encore là. Pavel me regarda avec respect. Il attendit que je reprenne mon souffle avant de parler. Il en a sauvé d'autres, aussi, tu sais. 3 prisonniers juifs qui allaient être exécutés. Karl les a aidés à s'échapper. Il l'a payé de sa vie. Mais il est mort comme il le voulait, pour protéger ceux qu'il aimait. Les larmes coulaient, mais elles n'étaient pas seulement dues à la douleur. Elles provenaient de quelque chose de nouveau. La fierté, la gratitude, l'amour qui résiste même à la mort. « Tiens, merci », parvins-je à dire, la voix brisée. « D'être venu, de me l'avoir dit. » Pavel hocha la tête. Il me laissa les affaires de Karl et partit, tel un messager ayant accompli sa mission. Je me tenais là, dans le couloir de pierre, ressentant le poids et la légèreté de cet instant. J'avais perdu Karl, mais en même temps, il était là, dans chaque mot, dans chaque souvenir, dans chaque battement de mon cœur. Et à cet instant, j'ai su quoi faire.
Il était temps de partir, quitter le couvent, raconter notre histoire, honorer notre promesse, parce que l'amour que nous avons vécu ne pouvait pas s'arrêter là. J'ai quitté le couvent par un matin serein, emportant avec moi ce que mon cœur pouvait porter, le carnet de mon père, le médaillon de Maria et les lettres de Karl. Les religieuses m'ont serré dans leurs bras comme si elles disaient au revoir à leur fille. Sœur Helena a murmuré « Que Dieu guide vos pas et que l'amour que vous portez ne s'éteigne jamais. » J'ai laissé derrière moi les murs qui me protégeaient, mais aussi m'emprisonnaient. Il me fallait maintenant partir à la découverte du monde, non pas pour m'échapper, mais pour vivre, pour moi, pour Karl, pour mes parents. Je suis partie vers le sud, avec l'aide de ceux qui croyaient encore en l'humanité. Réfugiés, paysans, prêtres silencieux. Chacun m'a ouvert un chemin. Lorsque la guerre a finalement pris fin, en mai 1945, je me trouvais dans un village près de Vérone, en Italie. Un endroit paisible, où personne ne s'interrogeait sur le passé, où les cicatrices étaient acceptées. Là, j'ai commencé à travailler avec des livres dans une petite librairie qui tenait à peine debout, en rangeant les étagères et en préparant les commandes. Je me suis retrouvée. Chaque fois que je lisais un passage de poésie ou que je relisais les notes de Karl cachées dans son carnet, j'avais l'impression qu'il était avec moi, comme s'il n'était jamais parti. J'ai passé des mois comme ça, tranquillement vivante, jusqu'au jour où une dame, foulard à fleurs sur la tête et yeux larmoyants, est entrée dans la librairie. « Êtes-vous Ruth ?» demanda-t-il dans un français approximatif. J'ai hoché la tête, surpris. Elle m'a ensuite tendu une petite boîte. J'ai trouvé ceci parmi les affaires de mon fils, revenu du camp de prisonniers en Ukraine. Il m'a dit qu'un homme lui avait demandé de le garder et de te chercher, au cas où il le croiserait. Je l'ai ouvert, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée et une photo. Dans la lettre, les derniers mots de Karl. « Ruth, si cette lettre t'est parvenue, c'est que l'impossible s'est produit. Je t'ai aimée au-delà de mes capacités, non pas avec l'amour des contes de fées, mais avec l'amour né de la peur, de la lutte et de l'abandon. Si tu survis, vis pour nous deux. Aime encore si tu peux. Mais n'oublie jamais, tu étais ma raison d'être. Karl. » Et la photo, c'était nous. Une photo prise par Pavel, cachée, pendant nos journées au grenier. Moi, un foulard sur la tête, riant de quelque chose que j'ai déjà oublié. Lui, à côté de moi, sérieux, mais les yeux brillants. Je me suis assis par terre dans la librairie et j'ai pleuré. Pour la dernière fois, à partir de ce jour, j'ai décidé de faire ce que j'avais promis. J'ai commencé à écrire notre histoire, chaque détail, chaque souvenir. Je l'ai publié sous un faux nom, par peur du sort réservé à une femme juive et à son histoire d'amour avec un soldat allemand. Mais le livre a eu une portée considérable, et il a changé les gens. Aujourd'hui, tant d'années plus tard, j'écris ces derniers mots. Vieille femme, cheveux blancs et mains marquées de cicatrices. Mais mon cœur est resté le même. Il bat encore quand je me souviens de Vienne. La lucarne, le baiser sous la lune, le carnet entre les planches. Je n'ai plus jamais aimé comme j'ai aimé Karl, mais j'ai vécu. Et ça, c'était déjà un miracle. Je garde encore tout avec moi. Le carnet, le médaillon, la lettre, la photo. Et parfois, lors des après-midi silencieux, je ferme les yeux et je le vois, à la porte du couvent, en disant qu'il reviendrait. Et, d'une certaine manière, il est revenu, à l'intérieur de moi, pour toujours.